moi je suis né à Castanet. Je suis né à Castanet, il y avait de la neige, c'était le 26 décembre, il y avait 20 centimètres de neige, paraît-il. On me l'a dit. Mon père était allé chercher la sage-femme à ce moment-là qui ne voulait pas venir parce qu'il y avait trop de neige. Bon, bref, mais c'était le 26 décembre, après tout, au mois de décembre, qu'il y a de la neige, voilà. Et voilà, mais si vous voulez, je suis arrivé à Castanet grâce à mon grand-père, dont je porte le nom, qui lui était ariégeois. Il est arrivé à Castanet par accident, il était boulanger. Il est venu comme ouvrier boulanger et il y avait la fille du boulanger qui était à son goût et ma grand-mère, voilà, comme quoi, mais il y a toujours des coïncidences. Par contre, du côté maternel, là, mon grand-père maternel, lui, il est castanéen depuis des lustres. Quant à ma grand-mère maternelle, elle est arrivée elle aussi à Castanet par accident. Voilà. Et il y avait à Castanet une autre famille qui habitait la place de la Cordelière, à côté Martin. Voilà. Et ces deux Martins, ils étaient des scanne-crabes, ils étaient chiffonniers, ils venaient à Castanet, ils faisaient leur tournée. Et voilà comment ma grand-mère est arrivée, enfin mon grand-père est arrivé, ma terre côté maternel. Voilà. Donc un mélange. Et moi, je suis un pur produit de Castanet, je suis né ici. Mais il y a de ça 86 ans, ça ne date pas d'hier. Oui, sur l'enfance, c'est comme tous les gens de ma génération qui sont encore de ce monde, on a connu l'occupation allemande. Il y avait les Allemands qui passaient à la rue. Voilà. Mais si vous voulez, la différence qu'il y avait entre mes sœurs et mon frère, qui étaient mes aînés, pour eux, cette occupation, elle était vraiment douloureuse, en ce sens qu'ils avaient connu une autre vie. Alors que moi, je suis arrivé, les Allemands étaient là, ce qui se passait. Vous savez, on avait une orange à partager. On était 4 enfants. Pour une orange, c'était pas grand-chose. Bon, ma mère coupait l'orange, on faisait 4 morceaux. Et je ne sais pas, quand vous avez ouvert une orange, il y a toujours une côte qui est la plus petite parmi les autres. Alors là, celle-là, c'était la côte du petit Jésus. Ça, c'était ma mère qui évoquait ça. Et celle-là, comme j'étais le plus petit, elle m'était octroyée. Et mon frère disait, ouais, c'est toujours lui qui a la... Mais oui, tu comprends, c'est le plus petit. Bon, bref, voilà les histoires. Quant aux souvenirs d'enfance, à l'époque, pour la Noël, il y avait la crèche à Castanet, je ne sais pas si peut-être ils la font toujours, une grande crèche que faisait le curé Julien Gers, qui s'appelait-il. Et alors lui, il ne fallait pas lui parler Père Noël. Père Noël, c'était quelque chose dont il ne fallait pas évoquer, c'était le petit Jésus qui apportait les cadeaux. Mais pas le Père Noël. Le Père Noël, il ne voulait pas entendre parler. Voilà. Et moi, mon premier jouet, je m'en souviens très bien, quand je fais ces comparaisons que je fais maintenant, c'est avec mon arrière-petit-fils, où maintenant c'est jouet, c'est un pléthorique, il ne savait plus quoi. Moi, ça a été un tank. Alors un tank, pour moi qui était un jeune petit garçon, la guerre, tout ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un petit tank en bois. Il y avait un obus en buis qu'on introduisait sur le canon. Et on appuyait, et il y a un ressort qui projetait le petit objet en buis. Manque de chance, il y avait une glace qui était en face. L'obus en buis était dans la glace. C'est fini. Ce tank, je ne l'ai plus revu. Mais, si vous voulez, bon, j'étais enfant, je ne pouvais pas comprendre les choses. À ce moment-là, je les comprenais à ma façon. Voilà. Et quand je voyais passer la patrouille allemande, je les regardais avec terreur, moi. Pourquoi pas? Pourquoi? Ils ne m'avaient rien fait, ils m'avaient pas. Mais sans doute, j'entendais la mauvaise réputation qu'ils avaient. Voilà. Mais ce regard-là, que je devais avoir, qui devait lire dans mes yeux en passant, moi je l'ai retrouvé bien des années plus tard, quand j'étais en Algérie, que j'ai fait la guerre en Algérie, comme tous les gens de ma génération, et que je lisais, moi, dans le regard des enfants, qui me voyaient passer, moi, avec mon arme, dans le village, là, dans la rue, là, il devait certainement avoir la même impression que j'avais, moi, à l'époque. Ouais. Mais ces Allemands, j'ai quelques idées comme ça de l'école.
suis allé à l'école, à la maison qui était à côté, à l'école qui était en face. Pourquoi? Parce que les Allemands occupaient la mairie où nous étions scolarisés. Et la dernière classe dont je me souviens, elle était dans le garage du presbytère, voilà, où là, alors, l'institutrice était en maternelle, l'institutrice c'était Madame Rivera, et je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Elle a fait quelque chose, ou elle a dit quelque chose qui ne plaisait pas à un enfant, qui s'appelait Tournier. Il a sorti son sabot, il lui a jeté le sabot. Juste au moment où le sabot arrivait, elle s'est tournée, le sabot lui est passé à côté, heureusement. Alors, le sabot a frappé le mur, et le sabot est parti en éclats. Et pour nous, un sabot qui était brisé comme ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y en avait pas, on touchait ça avec des tickets, c'était vraiment le sabot. Alors, voilà, des histoires d'enfants, en tout cas. Mais quand les derniers lieux pour les Allemands, la division qui est montée, qui a brûlé Oradour-sur-Glane, elle est passée en Castanet. Et moi, je me souviens de ça. Tout ça, je l'ai appris que bien plus tard. J'étais à côté du transformateur qui se trouve au bout de l'avenue de la rue Périès, à Castanet. Avec ma mère, j'étais tout gamin, moi je devais avoir 4-5 ans, même pas. Le convoi est monté. Les Allemands étaient là sur l'aile du fourgon qui était devant, là, qui nous a menacés. Je me suis serré dans les jupes de ma mère, on revenait chercher du lait. La ferme qui se trouvait, la ferme de Tuffery, qui se trouve à l'entrée de la rue Périès. Ça n'existe plus, tout ça, ça a changé. Voilà. Et puis alors, les quelques jours ont passé. Une autre idée que j'ai, c'est les Allemands étaient partis, les maquis avaient investi la place, et à Castanet-un-Cri, on avait trouvé un Allemand qui était au moulin. Le moulin, qui existe autour du moulin à Castanet. Alors nous, les gosses, voilà monter au moulin. Il n'y avait que des vignes au-dessus, il n'y avait pas de maison. Hein. On passait en rive là-haut, et là, alors, il y avait dans le hangar du moulin un pauvre bougre et des hommes qui étaient là, qui étaient en train de le massacrer. Et à ce moment-là, de nouveau, on crie on a attendu des femmes, on fait défiler en Castanet. On est descendu comme un malot, et on est descendu par le moulin, on est arrivé là, et là, il y avait une traction noire, là, avec un maquisard de la dernière heure, qui s'appelait Lançon. Ça, ces gens-là ont disparu. J'ai fait sa mitraillette. 2 femmes ou 3 qui étaient tondues, là, qui étaient en slip, qui marchaient devant, et voilà. Ouais, souvenirs de l'occupation allemande. Et après, après les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais à Castanet, je me souviens d'un artisan qui était mécanicien sur les vélos, qui avait mis dans son atelier les boches. C'est comme la barbe, ça repousse. C'est quelque chose maintenant qui paraît extraordinaire. Parce que maintenant, les Allemands, dans la génération dont vous faites partie, vous ne pouvez pas avoir des idées pareilles. À Castanet, à ce moment-là, il n'y avait que des fermes à l'intérieur du village. Il y en avait bien sûr à l'extérieur. Parce que pour qu'il y ait une ferme, il fallait qu'il y ait de l'eau. Il fallait qu'il y ait un puits. S'il n'y avait pas de puits, on ne bâtissait pas de ferme. Et là, tout le coteau, là, certainement, c'était en matière agricole, je ne connais pas grand-chose, mais étant donné la situation, c'était peut-être pas bénéfique au point de vue culture, donc on faisait de la vigne. Tout ça, ce n'était que de la vigne, qui appartenait à M. Ducrot, qui avait un contremaître qui s'appelait Renaguet. Voilà. Et cette maison, la maison de Mme Renaguet, qui va épouser M. Antipoul. Antipoul, il était concierge de l'hôtel des impôts à Toulouse. La maison existe toujours. Quand on monte au moulin, il y a plein de maisons neuves, et il y en a une en particulier qui est en retrait, qui est une vieille maison de style toulousain, là,
C'était la seule. Et après, il y avait le moulin, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de maison. C'était fini, on allait jusqu'à Péchabou, il n'y avait plus rien. Et tout ce coteau, tout ça, c'était des vignes. C'était que des vignes qui appartenaient à M. Ducrot. Mais il devait y en avoir d'autres propriétaires de Castanet aussi. Vous aviez à Castanet des vignes qui étaient de l'autre côté, alors ce qu'on appelle Fumas, au-dessus de Lavoir. Il y avait aussi des vignes là. Pourquoi? Parce que le terrain était propice d'une exposition, et puis certainement, ce n'était pas des terrablés. Par contre, tout l'autre côté, là, a été cultivé. On a commencé, n'était pas bâti, mais on a commencé de cultiver. C'était plutôt des prairies où on ne faisait pas cacher les bêtes. Et après, on a cultivé. Mais ça a pu être cultivable qu'à partir du moment où Riquet a fait le canal du Midi. Parce que jusque-là, il y avait l'Ers qui passait. Riquet a emprunté les pentes du canal du Midi pour faire passer son eau. Si vous regardez géographiquement la situation des lieux, vous partez de Toulouse, tous les villages, en partant sur Carcassonne, sont situés à droite. C'est-à-dire sur la hauteur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme on est sur une ligne de faille depuis Baziège, c'était le passage de l'Ers, et l'Ers qui n'avait pas creusé son lit, il naviguait, lui. Donc on n'allait pas y faire des cultures. C'est comme ça alors que le château de Rabaudy va s'implanter à l'époque du pastel. Rabaudy va faire du pastel. C'est pas lui, c'était un grand bourgeois très riche. Donc, et à partir de ce moment-là, on va commencer à cultiver. Et Riquet va faire son canal. Et ça, justement, à cette période-là, donc il y avait des cultures, c'est ça, sur et cette partie-là? tout le bas va être cultivé. C'était des terres qui étaient, comment dire, exploitables d'une façon évidente pour eux. C'est plat. Alors que le coteau, maintenant c'est pareil, hein, les coteaux, les tracteurs, ils n'y vont pas. Où le tracteur peut aller, on cultive, hein, où c'est trop accidenté. Voilà. Mais à l'époque, on n'avait pas ces problèmes, on avait des bœufs. Mais si je prends par exemple un endroit comme la Croix-Falgarde, je me souviens, je n'y passe plus là par exemple, mais il y était une époque où je passais dans Falgarde, d'abord le petit village, là. Vous avez le village qui se trouve en bas, il y a un petit ruisseau, et puis il y a des champs qui se trouvent sur la partie gauche, là. Maintenant, avec les tracteurs, ils labourent dans le sens de la pente. Le résultat, quand il pleut beaucoup, toutes les terres des ringoles, vous avez le chemin obstrué. Voilà. Alors qu'avec les bœufs, on n'avait pas ce problème, donc on labourait intelligemment. Oui, c'était moins risqué. Mais c'était une autre époque. Et là, je vous dis, Castanet, il y avait des fermes. Ici, là, quand on monte, avant d'arriver au Christ, il y avait deux fermes, je ne me rappelle plus les noms. Déjà, les maisons existent toujours, les bâtiments. Il suffit de regarder. Quand je faisais visiter Castanet, c'est les choses que je faisais voir. Ça. Pourquoi? Parce que les gens passent avec la voiture, on ne voit rien de tout ça. Et quand on vous le fait pointer du doigt, vous apercevez que... Voilà. Pourquoi il y avait ces grands Porsche énormes? Pourquoi? Parce qu'avec la charrette qui était chargée, on ne comprimait pas les balles comme on fait maintenant. Voilà pourquoi. Mais toutes ces choses-là, à Castanet, il y avait donc, pour l'utilité, il y avait deux forgerons, il y avait 5 épiceries, on avait 2 médecins, il y avait un hôtel, il y avait 3 cafés, et on était que 1000 habitants. Et tout le monde vivait. Maintenant, les commerçants, il y avait deux bouchers, il y avait un charcutier. Le dernier, un boucher, c'était Calvet. Voilà. Calvet, un nom occitan. Alors peut-être justement... Vous savez ce que ça veut dire, Calvet? Non. Chauve. On dit, en français, on a la calvitie. Ah oui, c'est étymologique. Alors, comme le V, on le prononce B, Calvet. C'est les noms qui étaient souvent les caractéristiques des personnes. Oui, oui. Ben, vous avez Madame Delga, la présidente de région, oui. Delga, Duguay. Et à Castanet,
le dernier gué qui subsistait, il est à le lieu que l'on appelle Riupeire. Le dernier pont qui subsiste, il y en avait 8 qui traversaient le village. Le dernier pont, qui n'était pas un pont, on l'a bâti ce pont au XIXe siècle. C'était un gué, on passait à gué. Donc Riupeire, le ruisseau des pierres. Si vous regardez Castanet, situation des lieux, il y a de la pierre, il y en a nulle part. Bon, et pour que ça résiste, on avait allé chercher les pierres, je ne sais où, on les avait mis là. Voilà. Et par là, alors, sont passées toutes les invasions. On est un lieu de passage, Castanet. Ah, bah, oui, j'habitais cette maison, j'habitais Toulouse aussi. Voilà. Et j'ai habité cette maison que j'ai aménagée. C'était la maison de mes grands-parents, où je suis. Voilà. Et mon grand-père était cultivateur. Le garage que vous avez en face, c'était son étable. Là, il y avait les vaches. Bon. Et cette étable, elle a été occupée par les spahis. À la fin de la guerre de 1945, les spahis sont venus à Castanet, ils avaient des chevaux, donc toutes les étables ont été... Là, je me souviens, il y avait des spahis. Et à Castanet, les spahis, il y en a 2 qui ont connu des filles, qu'ils ont épousées. Et bon, tous ces gens ont disparu maintenant. Si vous voulez, l'évolution que le village que vous connaissez, moi je l'ai vu grandir à une vitesse record, mais ça ne s'est fait qu'après les années 60, les années 70. Voilà. Et à ce moment-là, les maires qui s'étaient succédés, c'est-à-dire, il y avait eu Barthes, il y avait eu Aubat, et il y avait eu Sabaté, le dernier. Bon, ceux-là, c'était les anciens de Castanet. Les nouveaux qui sont arrivés avaient un autre souci, c'est-à-dire cette population qui arrivait, qui avait besoin d'eau, qui avait besoin d'électricité, qui avait besoin de... Donc, le patrimoine était secondaire, si vous voulez. Voilà. Donc, Castanet a pris son évolution à partir de ce moment-là. Toutes ces maisons, le bas de la plaine, là, que vous avez, c'était le terrain de foot, ça. Et là, ce terrain de foot, on le doit à Georges Piquet, qui est mort maintenant. Georges Piquet, c'est lui qui me l'a raconté ça. Après la guerre de 14, dans les années 20, les années 30, on veut monter une équipe. Mais à ce moment-là, on n'est pas footballeux, on est rugbyman. Donc, seulement, pour monter une équipe de rugby, il faut être 15. Et même en grattant les fonds de tiroir, on n'y arrive pas. Et oui, la guerre est passée par là. Donc il me dit, avec les gens de la Belge, bref, on a fait une équipe de foot. Voilà. Il me dit, la première année, c'est mon père qui nous avait prêté un champ qu'il avait derrière sa ferme, là, à l'entrée du village, où maintenant il y a des buildings. Et puis au bout de l'année, le père lui dit, écoute petit, moi je voudrais récupérer ce champ pour y planter je ne sais pas quoi. Et ils s'en sont émus à la municipalité et on leur a offert le terrain. Voilà. Et je me souviens à l'époque, mon grand-père qui disait, oh, qu'est-ce qu'on est allé donner ce champ, la meilleure terre à blé du village, pour aller galoper derrière une balle. Pour lui, c'était vraiment un non-sens total. Et là, alors, on a joué au foot jusqu'au XXIe siècle. Et après, alors, Bardou, maire de Castanet, a fait construire les 2 terrains qui sont au bout. Voilà. Quant à cette halle que nous avons là, on la doit à la municipalité Lafont, et dont le premier adjoint, il s'appelait Magrini, parce que là, Bardou voulait faire la médiathèque. Voilà. Et la halle qui était là, où le notaire s'était installé, maintenant le notaire est de l'autre côté, on voulait faire une place. Et les gens du village étaient soucieux du changement, qu'il n'y ait pas on avait des tristes places de cette halle pour ne pas la refaire, parce que toutes les fêtes qui pouvaient se faire à ce moment-là se faisaient faire sous la halle de Castanet. Il y avait des volets, ça se fermait, les spahis l'ont occupé, ça. On fermait. Et là, elle a été détruite, il n'y avait plus rien, on n'avait plus de salle à Castanet. Donc, la salle, on est resté pendant je ne sais plus combien de temps, peut-être Bardou a fait 2 mensualités. Et la deuxième, les gens faisaient la guerre, les associations, pour avoir une salle. Ils n'avaient pas.
à ce moment-là, on était logé dans une petite salle qui se trouvait en bas du jardin de la mairie actuel, là, qui a été démoli. Et là, tous les samedis, il y avait une fête. Les gens, à 3 heures du matin, claquaient les portes des voitures, mais ça, le voisinage qui n'existait pas, qui maintenant était là, on commençait à se plaindre, on l'a supprimé, et on nous a donné comme salle aux associations la salle où est le cinéma, qui était une ancienne église. Et là, ça a été pareil pendant 1 ou 2 ans, festif, mais les voisins se sont plaints du bruit que ça provoquait. Donc à ce moment-là, c'était le docteur Huyghe qui était conseiller municipal, et c'est lui alors qui a fait construire la salle Brel. Voilà. Et cette salle Brel, ils ont acheté, ils ont monté une centrale de commerce, où on a fait la salle de la ritournelle qui n'était pas prévue, qui était un commerce. Ah. C'est un métier maintenant qui n'existe pratiquement plus. J'étais décorateur, j'étais tapissier. C'est-à-dire le siège sur lequel j'étais assis. Voilà, bon, je faisais la décoration, je venais chez vous, sur votre invitation, bien entendu, pour vous refaire la décoration des lieux. Si vous ne sentiez pas capable, vous voulez confier ça à quelqu'un. Voilà, c'était mon travail. Voilà, j'ai fait ça pendant... Et ça m'a valu d'avoir des problèmes à la retraite, parce que j'avais 19 ans, j'allais partir au service militaire, il fallait avoir 20 ans pour être incorporé. Et là, alors, c'était 3 mois avant de partir au service militaire. Je me suis fait, comment dire, émanciper. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour être considéré comme majeur. À cette époque-là, non. Donc, je me suis fait émanciper pour pouvoir m'inscrire à la Chambre des métiers. Donc, 3 mois avant de partir au service militaire, je me fais inscrire à la Chambre des métiers pour pouvoir exercer mon métier. Parce que je faisais du travail et qu'il fallait qu'il soit facturé. Donc je me fais inscrire. Résultat, j'ai passé 28 mois de service militaire dans l'armée. Et là, alors, étant donné que j'étais parti en tant qu'artisan, je n'existais plus. Pour les lois sociales qui étaient considérées pour chaque salarié. Sauf pour le contrôleur des impôts qui, lui, pendant la première année, m'envoyait un papier pour payer la taxe locale. Je lui faisais envoyer un certificat de présence au corps. Au bout d'1 an, il a compris que j'étais incorporé à l'armée, il a félicité. Seulement, ces 28 mois, ça a été, les trimestres m'ont manqué quand j'ai voulu prendre la retraite. Voilà le problème. C'est pour ça que je vous dis que quand je suis revenu du service militaire, j'ai repris mon métier jusqu'à la retraite. C'est pour ça que ça m'amusait souvent, certains à la Chambre des métiers, quand ils faisaient part de leur ancienneté, les hommes qui étaient plus âgés que moi, qui eux étaient rentrés à l'artisanat, ils avaient 30 ans. Bon. Alors moi j'ai été inscrit en 1959. Comment c'était une époque où le goût des gens, la mode, n'était pas celle que l'est actuellement. Actuellement, quand je vais chez le kiné toutes les semaines, souvent je feuillette, je regarde les catalogues de mode qui sont exposés, mais c'est d'une pauvreté incommensurable. Ça n'arrive pas, mais c'est le goût des gens. C'est pour ça que l'autre jour, il y avait un antiquaire qui passait là, il mettait des bulletins, il achetait ça. Et j'ai ouvert la porte à ce monsieur, et je lui ai dit, mais il y a le salon des antiquaires, mais qu'est-ce que vous vendez en ce moment? Depuis que Ikea a pris possession du marché, il n'y a plus... Qui fait faire une salle à manger Louis XV, une salle à manger Empire, ou Louis XVI? Personne. Tous ces corps de métier ont disparu. Des sculpteurs sur bois, il n'y en a plus. Des canneuses, il n'y en a plus. Des matelassières, il n'y en a plus. Un sommier tapissier, c'est sommier à latte. En fait. Bon, à l'époque, nous étions 350. Combien il en reste maintenant? Si, il en reste encore quelques-uns, mais
je n'en connais plus aucun. Et moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis à la retraite, ce qui fait que... Voilà. Pendant un temps, j'étais délégué cantonal de l'artisanat pour le canton de Castanet. Étant donné que j'y habitais, on m'avait donné ce poste. Ah ben la voiture, tous les jours on partait en voiture. Je partais de bonne heure le matin, j'avais 12 feux avant d'arriver là-bas, et quelquefois je les prenais, mes 12 feux rouges, et pour éviter la circulation, enfin le gros, voilà. Et toute la circulation que nous avions à l'époque, on traversait Ramonville. On ne traverse plus Ramonville maintenant. Voilà. Il n'y avait pas la route que vous connaissez. Il y avait par exemple à Castanet, qui a été démoli, à Hauzeville, ce qu'on appelle la rampe, qui existe toujours à Castanet, après la mairie actuelle. Vous avez cette partie qui monte, où les maisons sont surélevées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pelle mécanique pour bâtisser sur le terrain tel qu'il existait. Bon, il y avait la même équivalence à Hauzeville. Ça a été détruit. Et là, on a mis un grand building là, énorme. Voilà. Et là, alors, pour monter à Hauzeville, il y avait la route existante, là. On a mis un restaurant chinois au-dessus. Oui. Bon, tout ça, ça n'existait pas. Mais en bas, il y avait le fossé, il y avait un pont, hein, avec de parapet. Et puis, il y avait sur le côté, je ne sais pas pourquoi, il y avait une petite cabane qui servait d'abribus. Voilà. Et là, alors, on tournait, on montait à Hauzeville, en vélo. Et par contre, les gendarmes de Castanet, qui venaient prendre position, hein, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient à se mettre sous la dent, à part des vélos, à qui on demandait s'il avait la plaque, on regardait s'il y avait le fer rouge. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, parce que des camions, oui, qui faisaient la navette Toulouse, Bordeaux, Marseille, enfin je ne sais pas, qui n'avait rien à voir avec les camions que nous avons maintenant. Et cette petite cabane, à nous, les espiègles, elle nous servait à cacher le vélo des gendarmes. Pourquoi? Parce que quand ils arrivaient, ils mettaient les vélos là, c'était prédisposé, là, à l'abri, et ils se mettaient en position sur le parapet, sur la rampe que l'on appelait, qui était un peu plus loin, qui faisait un angle à 60 degrés, là, ils pouvaient voir de côté. Mais à ce moment-là, ils ne voyaient plus la petite cabane et les vélos. Et nous, on arrivait par en haut, on leur prenait des vélos, on allait les cacher dans une vigne, un maïs par là. Et puis alors, on repartait, nous, pour les attendre. À l'époque, il y avait la vieille mairie, qui est toujours là. À l'époque, il y avait une grille, un grand portail, et il y avait 2 bancs en pierre. Alors là, le soir, nous, on s'amusait sur le banc en pierre, on attendait le passer le gendarme qui rentrait à pied. Et quand il nous regardait, il nous jetait un regard sombre pour dire si jamais on vous y prend. On avait les vélos à l'époque, et maintenant on redécouvre le vélo. Voilà. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais un vélo. J'étais étudiant aux Beaux-Arts. Quand je rentrais, le soir, il y avait le vent d'automne, avec ce carton que je portais sur le dos, je te l'aurais fichu le fossé, ce carton. Alors, comme il y avait des camions qui faisaient la navette, qui ne marchaient pas vite, quand on pouvait, que le vent d'automne, on attrapait la ridelle d'un camion, se faisait traîner. Et ma mère, elle le savait, ça, enfin, elle savait. Les mères, surtout, elle ne voulait surtout pas que je fasse ça. Oh non, non, je ne le fais pas. Bon, c'était ça les vélos. Les vélos, à Toulouse, il y avait le tramway, il y avait les rails. Quand on passait le rail, il fallait pas attention de ne pas s'y ficher la roue dedans. Parce que, bon. Mais maintenant, on redécouvre les vertus du vélo. Quand on arrivait trempe, mouillé, il fallait où se débarrasser. Alors, mais ils veulent le vélo, très bien. Par contre, si je remonte alors 50 ans plus tôt, mon oncle, avant la guerre de 14, il avait un vélo. Mais alors lui, c'était comme maintenant, je ne sais pas, on aurait je sais pas, moi, une grosse moto là, qui est en photo, là, je vais voir le vélo. Là. Et la maison existe toujours, là, à Castanet, ici sur la place, là, en face du laboratoire. Il y a un tout petit chemin qui monte, qui grimpe. Là, il y a une maison qui a été remise en état, mais l'entrée, il y a une grande entrée très grande. Et là, il y avait un bonhomme qui s'appelait
Ah, le nom m'échappe. Ma mère me parlait de lui quand elle était toute jeune, parce que cet homme avait acheté une moto. Elle la mettait sur la béquille, il ne savait pas y monter dessus, il faisait pétarader ça, et les gosses faisaient le tour. Et alors, il mimait des scènes catastrophiques, il criait un veau, une vache, qui pouvait faire obstacle. Vous voyez ça, ici maintenant, un veau, une vache. Si un sanglier, peut-être, sur la route de la Crofalgarde, peut couper la route, mais un veau, une vache, voilà. Mais ça faisait partie hein, du quotidien des gens. Ça. Mais ça, c'était les années 20. Ah ben le vélo, c'était le seul instrument que nous avions à disposition pour nous déplacer. Qui avait des voitures à Castanet? À part l'épicier, à part le médecin, l'épicier, lui, s'en servait, il faisait une tournée. Alors celui-là, il avait, voilà, celui qui ne faisait pas de tournée, et le médecin avait une voiture, et le vétérinaire avait une voiture, qui avait le maire, au bas, qui était tonnelier, lui. On avait un tonnelier à Castanet. Donc pour avoir l'emploi d'un tonnelier, il fallait qu'il ait de la vigne. Hein. Voilà. Et Damazoba, le maire, qui était le maire à ce moment-là, son fils, je ne me rappelle plus son prénom, son fils a été prisonnier de guerre. Quand il est revenu, cet homme, il avait été blessé. Il avait le nez qui était emporté, il avait des figures, il était défiguré, ce pauvre homme, a continué le métier. Et puis, ça a cessé à ce moment-là. Parce qu'il avait 2 fils. L'aîné a continué, il continuait d'utiliser les lieux et il a fait le grainetier. Voilà. Il a abandonné le métier de tonnelier. Ben, à partir du moment où la guerre a été finie, on a recommencé cavalcade. Alors qu'est-ce que la cavalcade? À Castanet, ben, cavalcade, comment on appelle ça? Le jour du carnaval, on a des chars, hein, on appelle ça une cavalcade. Mais à Castanet, bien avant, il y avait Danton Cazel, qui avait pris comme nom de plume Jean Pichou. Danton Cazel, il y a eu un groupe scolaire qui porte son nom, c'est un ancien instituteur, c'est un fait libre, avec Gaïssot, qui était un fait libre également, qui habitait à la Pradine. Eux ont œuvré pour la culture à Castanet. L'église Castanet qui a été inaugurée en 1870, il y avait de grandes fêtes qui étaient données. Et les gens de Toulouse, bien des gens, des notables toulousains, le dimanche, au lieu de partir à Narbonne, ils venaient à Castanet. Et ces grandes fêtes avaient lieu dans l'église, cette église qui était splendide d'ailleurs. L'église de Castanet est un joyau du 19e. Je ne sais pas si vous êtes rentré là. C'est pompeux, mais c'était le goût de l'époque. Bon, bref. Et là, alors, Danton Cazel, avec Gaïssot, composait des hymnes qui étaient chantés. Enfin, bref. Et à ce moment-là, il y avait de grandes fêtes qui se déroulaient en Castanet. Il y avait un traiteur qui s'appelait Gagnoulet, qui était sur la place là. Et ma mère me disait, le jour de Pâques, il y avait des tables partout. Et puis ces gens, quand ils avaient fini, ils avaient bu un peu, ils allaient voir passer les péniches, c'était une distraction. Ils me disaient, mais seulement en chemin, s'il y avait des fruitiers, des vignes, voilà, c'était une catastrophe. C'était fait. Et ça s'est arrêté, la guerre de 14. Alors, ça a été un drame. D'ailleurs, Gaïssot n'a plus écrit à partir de ce moment-là. Lui, il n'a pas fait la guerre de 14 parce qu'il avait été réformé. Mais bien des hommes de sa génération qui avaient pour amis étaient morts, mouraient. Donc il a arrêté d'écrire à ce moment-là. Et les fêtes ensuite, la fin de la guerre de 14, enfin 1920 jusqu'au début de la 40, là, je ne peux pas vous en parler, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, j'étais pas né, je ne sais rien. Mais ces fêtes ont recommencé à partir de 45. Parce que la guerre de 40 avait été un coup de frein. Là, et donc, les 5 ans, là, jusqu'en 50, à ce moment-là, ces hommes qui étaient âgés, on continue. Je me rappelle, moi, de char qui avait été fait, où il y avait l'association sportive, l'USC, Castanet,
Et il y avait un camion, une camionnette qui était prêtée par Bourrel. Bourrel, il ramassait le lait, lui. Il avait 5 ou 6 camions, 5 ou 6 camionnettes plutôt, pas des camions, camionnettes. Il ramassait du lait. Donc, quand il y avait une cavalcade, il prêtait servait de char pour ses chiens. Donc là, il y a mon frère et Bernard Magnol, pas Bernard peut-être, Magnolaire, qui était le goal. Bon, il y a un gros ballon. Alors là, il est là. Ce pauvre homme, il est mort peu de temps après. Il y a mon frère qui est à côté. Et moi, je faisais partie avec Josette Blanc. On était des gamins. On nous avait mis un chapeau marin. Là, c'était la société de pêche. Il y avait un gros bateau. Bon, voilà, ces photos qui ont été prises là, au bout de la rue. Mais c'est fait ensuite, si vous voulez, ces hommes-là ne s'en sont plus occupés. Les choses changeaient. Il y avait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie est arrivée. Et tout ça, c'est tombé en désuétude. Puis les jeunes avaient une autre idée des choses. Mon père, lui, aimait le bel canto. Ma sœur aînée, qui avait 17 ans de plus que moi, c'était Tino Rossi, Charles Trenet. Voilà. Et moi, Tino Rossi, Charles Trenet, si vous voulez, moi j'ai découvert à Saint-Bourg. C'était Gilbert Bécaud. C'était voilà, comme quoi les choses changent. Et là actuellement, là, je le dis souvent à ma femme, on est complètement on est hors course. Nous, hein. Quand on nous parle d'un mail, moi j'ai pas d'internet, j'ai pas internet. Ben, bon, la guerre d'Indochine, elle n'a pas été, si vous voulez, ça n'a pas été le même sujet douloureux que la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle a été vécue au quotidien. Pourquoi? Parce que tout le monde était touché. Alors que la guerre d'Indochine, ce n'était que les engagés. Voilà. Et je me souviens, il y avait le fils de l'épicière qui habitait maintenant où on a mis le laboratoire. Bon, ça appartenait à Madame Taillant. Le Parti socialiste avait fait, à un moment donné, avait fait la salle de son siège. À ce moment-là, ça a été démoli, tout ça. Et cet épicier s'appelait Oyan Sabal, un masque. Et lui, alors, ben, il s'était engagé pour partir en Algérie. Moyennant quoi, il avait touché un chèque à son engagement qui lui avait permis d'acheter une Renault, je ne me souviens plus laquelle. Voilà, voilà. Mais à l'époque, les gens qui ont fait la guerre d'Algérie, ce n'étaient que des engagés. Et ce qu'on a connu, c'est Dien Bien Phu, la bataille de Dien Bien Phu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, voilà. Et tous les chefs militaires à l'époque qui étaient colonels, disaient-ils, non mais moi général, je vais gagner la bataille. Et voilà, mais chaque fois, ils étaient balayés. Est-ce que sur Castanet, il y a eu Non, non. Et là, par rapport à la guerre non, d'Algérie, cette guerre d'Algérie, à Castanet, elle n'a pas. Ah, la guerre d'Algérie, oui, mais la guerre d'Indochine, non. Par contre, la guerre d'Algérie, oui. Pourquoi? Parce que nous étions tous convoqués à partir. Ici, sur la place, là, il y avait Rivière, un garçon de mon âge. Ce pauvre garçon, il avait perdu ses parents, il avait perdu ses grands-parents. Il était soutien de famille, il avait une sœur qui était plus jeune que lui et un frère. On ne l'avait pas appelé, il était parti en Algérie, alors qu'il a fallu que le maire, le curé, aller voir le préfet pour le faire revenir. Parce qu'à l'époque, pour se faire réformer, il fallait vraiment pouvoir marcher avec eux. Sinon, vous partiez là-bas. Donc, cette guerre d'Algérie a été mal vécue. Elle était mal vécue parce que les jeunes disaient, sentaient cette colonisation, ces pieds noirs qui revendiquaient. Les jeunes disaient ici, mais nous, on n'est pas allés là-bas. Qu'est-ce qu'on a s'occuper de. C'était peut-être. Le raisonnement était peut-être un peu outrancier, mais bon. Voilà. La guerre d'Algérie, ça a été. Et même, on peut dire que cette guerre d'Algérie, jusqu'en toute la fin du XXe siècle, a senti le soufre. Parce que je me souviens, moi,
c'était il y a de ça 30 ans de ça, dans les années 90, début des années 90. Le président des anciens combattants d'Algérie, il est toujours là, c'est de Libre, vous pouvez le trouver, et un adhérent de l'association amicale des anciens combattants avait monté, qui était cinéaste, il avait monté un film qui durait 1 heure et demie, qui voulait projeter à la salle de cinéma, qui existait à ce moment-là. Et lui, il avait des documents parce que toute l'information était mise sous fourchette codine. On ne savait pas trop à l'époque. Lui, où il avait trouvé ces documents, je ne sais rien. Il avait un montage que l'on a vu. Et pour ce faire, on avait invité tous les politiques du canton et les enseignants à venir y assister. La porte était ouverte à la population aussi. On avait pensé remplir la salle, on avait prévu des bouteilles, des verres, tout ça. Un spectateur est venu. Ça pour dire si ça sentait le soufre. Moi, à l'époque, j'avais fait une carte avec un grand papier qui tenait toute la longueur de l'écran, la carte d'Algérie, où j'avais mis les noms de certains qui avaient accepté de témoigner, le moment qu'ils avaient passé à tel ou tel endroit. Donc il y avait le nom, il y avait les dates. On disait, tiens, après la projection du film, on ouvrira, donnera la parole à la salle. S'il y a des gens qui disent, tiens, vois qu'un tel a participé à tel endroit, et une personne est venue. Personne n'a voulu se compromettre. Voilà. Et la guerre d'Algérie a été reconnue par Jospin, quand il a été Premier ministre, et comme président Chirac. Chirac était, lui, pour l'Algérie française. Chirac n'a jamais voulu se mouiller. Chirac, lui, il était contre, justement, ces soldats, dont je faisais partie, qui, eux, voulaient la reconnaissance du 19 mars. À Castanet, heureusement pour nous, avec ce changement climatique, pour le moment, nous n'avons pas été victimes. C'est des sécheresses, on en a connu. Ce que connaissent certains endroits, par contre, on a été inondé 3 fois à Castanet. L'eau est arrivée jusqu'au milieu de la rue, là. Bon, mais c'est arrivé pourquoi? À l'époque, il y avait 8 ponts. Et du pont de Roupeire jusqu'au premier pont qui se trouvait où est l'ancienne poste, voilà, c'est à l'air libre, ça. Ça l'est toujours. Hein. Maintenant, on a mis une grille. Si vous y allez, on a mis une grille. Bon, bref. Là, tous les riverains qui se trouvent au-dessus, ils n'ont aucune obligation d'entretien. Ils sont propriétaires des lieux, mais ils n'ont pas d'entretien. Donc, résultat, ils coupent les branches, ils vont les porter. Le ruisseau Castanet, c'est un filet d'eau. Hein. Bon. Mais, ils portent ces branches. Seulement, quand il y a un gros orage, que toute l'eau descend, ça emporte toutes ces branches. Là, ça a bouché le premier pont, et l'eau est passée par-dessus. Et là, tout inondé. Voilà. Bon. Deuxième inondation, ça a été du temps, je ne sais pas si c'était Bardou ou Vizel. Là, on avait décidé de buser le ruisseau. C'est ce qui a été fait, là, à partir de la poste, on a mis cette grille. Et on a mis des ovoïdes, de grosses ovoïdes, et à l'époque, le maire, le conseiller municipal qui s'était chargé de travaux, bon, le nom va me revenir, il m'échappe. Il était employé à la DDE, donc on lui avait chargé de faire ça. Les gens disaient, oh là là, vous mettez mais ça, on va être inondé, c'est trop petit cette chose-là. Mais non, monsieur, il avait publié un article sur le Castanélien disant que ça avait été étudié, que les plus fortes crues allaient être absorbées. 15 jours après, on a eu un orage terrible, tous les gens vont être inondés. Le laboratoire, tout ça, Doriac et son garage, quand on va tout ça noyer. À ce moment-là, appel mécanique, on revient, on va doubler les ouvriers, on va faire ces travaux qui ont été intelligemment faits, puisque c'est couvert, avec ce lac de rétention, ça c'est très bien. Voilà. Mais la seule chose qui n'a pas été faite, ça a été de buser jusqu'au pont de Roupeire. Voilà. L'inconvénient, c'est que ça fait descendre le talus, et ne le busant pas, c'était il y a,
juste avant le Covid, il y avait la fête de Castanet. À ce moment-là, il y avait les forains qui étaient installés, tout ça. À 3 heures du matin, il y a eu un orage terrible. Toutes les branches du ruisseau sont arrivées, ont bouché les grilles. Vite, vite, on a envoyé une pelle mécanique qui a nettoyé parce que sinon on avait. Voilà. Donc ça, j'ai dit, il faut le buser. Il faut faire un chemin piétonnier, faire je ne sais pas quoi. Parce qu'avec ce changement climatique, jusqu'à présent, nous en avons été préservés, mais ça peut étonner. J'ai entendu hier à la télé qu'il était tombé en Auvergne 1 mètre de neige. C'est de la neige. Ça inondait, personne ne saurait été de l'eau. Là, on aurait eu des problèmes. Et l'inconvénient qui a été fait, en montant la côte du Pêche, vous voyez où ça se trouve, ça. Là, on vient le fossé qui était existant, on l'a couvert. On a fait quelque chose de propre, un grand trottoir. Et Madame Le Soin, dont le mari a été maire, qui a démissionné, était à la municipalité, je sais pas, on se trouve à la mairie. Alors, monsieur Morat, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça a été proprement fait, oui, j'ai dit, très bien, c'est propre. Justement, le problème, c'est que si jamais il y a un afflux d'eau, où elle va passer cette eau? Le ruisseau était là pour l'absorber. Maintenant, l'eau, elle va arriver par-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas été inondés qui vont peut-être l'être. Enfin, parce que vous savez, l'eau, elle passe toujours, c'est le plus facile. Hein. À l'époque, l'état d'esprit n'était pas le même. À partir des années 60, à partir du maire Vidal, bon, c'est la politique, vraiment, la droite, la gauche, qui est vraiment à exposer ses vues. Alors que jusque-là, bon, il y avait des histoires entre un champ qui avait été un coquillage. Voilà. Question locale. Ouais, bon, c'était vraiment familial, quoi, disons. Alors qu'après, non. Mais pourquoi? On a construit l'INRA à Hauteville. Tous ces gens qui sont arrivés à l'INRA, ils venaient un peu partout. Et ils sont allés habiter où? Certains sont habités sur place, d'autres sont venus à Castanet, et c'est eux qui ont pris en charge la disposition des lieux. Et eux, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ils avaient pour souci l'électricité qu'il fallait, l'eau qu'il fallait évacuer, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'était ça en premier lieu. Le premier collège qui a été fait à Castanet, puisque là on n'avait pas de collège, on a fait un collège, on l'a fait en bas du jardin de la mairie. Ça a été un préfabriqué style paillot, qui avait pris feu. Voilà. Bon, et là alors, on a les dépendances, le réfectoire, tout ça. La dernière salle de réfectoire avait servi de salle des fêtes que je voulais, c'était la salle des fêtes. Voilà. Le village que vous connaissez, moi je l'ai vu grandir à une vitesse record, mais ça ne s'est fait qu'après les années 60, les années 70. Voilà. Et à ce moment-là, les maires qui s'étaient succédés, c'est-à-dire, il y avait eu Barthes, il y avait eu Aubat et il y avait eu Sabaté, le dernier. Bon, ceux-là, c'était les anciens de Castanet. Les nouveaux qui sont arrivés avaient un autre souci, c'est-à-dire cette population qui arrivait, qui avait besoin d'eau, qui avait besoin d'électricité, qui avait besoin de... Donc, le patrimoine était secondaire, si vous voulez. Voilà. Donc, Castanet a pris son évolution à partir de ce moment-là. Toutes ces maisons, le bas de la plaine, là, que vous avez, c'était le terrain de foot, ça. Et là, ce terrain de foot, on le doit à Georges Piquet, qui est mort maintenant. Georges Piquet, c'est lui qui me l'a raconté, ça. Après la guerre de 14, dans les années 20, les années 30, on veut monter une équipe. Mais à ce moment-là, on n'est pas footballeux, on est rugbyman. Donc, seulement, pour monter une équipe de rugby, il faut être 15. Et même en grattant les fonds de tiroir, on n'y arrive pas. Et oui, la guerre est passée par là. Donc il me dit, avec les gens de la Belge, bref, on a fait une équipe de foot. Voilà. Il me dit, la première année, c'est mon père qui nous avait prêté un champ qu'il avait derrière sa ferme, là, à l'entrée du village, où maintenant il y a des buildings. Et puis au bout de l'année, le père lui dit, écoute, petit, moi je voudrais récupérer ce champ pour y planter je ne sais pas quoi. Et ils s'en sont émus à la municipalité et on leur a offert le terrain. Voilà. Et je me souviens à l'époque, mon grand-père qui disait, oh, qu'est-ce qu'on est allé donner ce champ, la meilleure terre à blé du village,
pour aller galoper derrière une balle, pour lui, c'était vraiment un non-sens total. Et là, alors, on a joué au foot jusqu'au au XXIe siècle. Et après, alors, Bardou, maire de Castanet, a fait construire les 2 terrains qui sont au bout. Voilà. Quant à cette halle que nous avons là, on la doit à la municipalité Lafont, et dont l'adjoint, le premier adjoint, il s'appelait Magrini, parce que là, Bardou voulait faire la médiathèque. Voilà. Et la halle qui était là, où le notaire s'était installé, mais quand le notaire est de l'autre côté, on voulait faire une place. Et les gens du village étaient soucieux du changement, qu'il n'y ait pas. On avait des tristes places de cette halle pour ne pas la refaire, parce que toutes les fêtes qui pouvaient se faire à ce moment-là se faisaient faire sous la halle de Castanet. Il y avait des volets, ça se fermait, les spahis l'ont occupé, ça. On fermait. Et là, elle a été détruite, il n'y avait plus rien, on n'avait plus de salle à Castanet. Donc, la salle, on est resté pendant je ne sais plus combien de temps, peut-être toute une Bardou a fait 2 mensualités. Et la deuxième, les gens faisaient la guerre, les associations, pour avoir une salle. Ils n'avaient pas. À ce moment-là, on était logés dans une petite salle qui se trouvait en bas du jardin de la mairie actuel, là, qui a été démoli. Et là, tous les samedis, il y avait une fête. Les gens, à 3 heures du matin, claquaient les portes des voitures, mais le voisinage qui n'existait pas, qui maintenant était là, on commençait à se plaindre, on l'a supprimé, et on nous a donné comme salle aux associations la salle où est le cinéma, qui était une ancienne église. Et là, ça a été pareil pendant 1 ou 2 ans, mais les voisins se sont plaints du bruit que ça provoquait. Donc à ce moment-là, c'était le docteur Huyghe qui était conseiller municipal, et c'est lui alors qui a fait construire la salle Brel. Voilà. Et cette salle Brel, ils ont acheté, ils ont monté une centrale de commerce, où on a fait la salle de la ritournelle, qui n'était pas prévue, qui était un commerce. À l'époque de Damasova, ça me revient, tiens. C'est la 4e République, où il y a une valse gouvernement. Il y a eu un Premier ministre qui s'appelait Mounouri, Bourgès Mounouri. Je ne sais pas combien de temps il est resté ministre, je ne sais pas combien de temps. Mais il connaissait Aubat, certainement, il le connaissait bien, et Aubat l'a invité à Castanet. Bourgès Mounouri, en tant que Premier ministre, est venu à Castanet. Il y a eu un repas pantagruélique dans la salle maintenant où se trouve la caisse d'épargne. C'était le cinéma. On avait sorti les fauteuils. C'était la seule salle qui était la plus importante à Castanet où on a fait ce repas. Et là, je me rappelle à l'époque, là, et je me souviens à Castanet, chose qui a été dite après, c'est que le Premier ministre lui a demandé à Aubat, il lui a dit, écoute, Julien, si tu as besoin de quelque chose, je promets, c'est le moment, dis-le-moi. Et Aubat lui a dit en occitan, ben pas besoin de res. Oh, à Castanet, les gens, ils étaient fous quand ils ont appris ça. On a besoin de rien, alors qu'on avait besoin de tout. Mais il faut dire que grâce à Aubat, c'est lui le premier qui nous a mis l'eau au robinet, parce que jusque-là, on n'avait que l'eau des puits. Et grâce à l'eau des puits, on avait la typhoïde. Moi, j'ai eu la typhoïde quand j'ai eu 10 ans. Ma grand-mère, Arnaud, qui elle aussi était de Castanet, ma grand-mère paternelle, la fille du boulanger dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est morte de la typhoïde, elle avait 35 ans. Et quand j'ai eu la typhoïde, moi j'avais une dizaine d'années, même pas. Ma mère aussi, elle a eu en même temps que moi. Et à la suite de ça, c'était endémique. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un l'eau des puits. Et à côté du puits, il y avait le tas de fumier du voisin. Ça, on ne pensait pas que. Bon, et la dernière personne qui a eu la typhoïde à Castanet, c'était Madame Tougne. Madame Tougne était la femme du charcutier qui habitait là sur la place, là, et en même temps, il y a une agence immobilière à côté. Et à ce moment-là, ont apparu les antibiotiques. Je me souviens, le docteur Lange dit, tiens, c'est nouveau, il paraît que ça fait des miracles. Il a
vacciné, enfin il a piqué avec la... Et ça a été spectaculaire, un jour après, tout était arrêté. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus entendu parler de typhoïde. Mais la Mazova nous a fait installer l'eau courante. Voilà. En 57, c'était. Ça n'était pas d'hier. Hein. À Castanet, moi quand j'étais gosse, ma grand-mère me parlait occitan. Et ma mère le lui reprochait. Elle lui jamais enfin parlé du français à ce petit. Sinon, voilà. Et moi, la langue, je la tiens de ma grand-mère. Bon. Par contre, mon père et ma mère, quand ils avaient une dispute, elle n'était pas en français, là, elle était en occitan. Pourquoi? Parce que là, ça sortait mieux, si vous voulez. On exprimait. Le français que nous avons, enfin, pas vous, mais nous, c'est une langue d'école. C'est pas une langue apprise au berceau. Bon. Et moi, je me souviens quand j'étais gosse, le marché qui avait lieu à Castanet, en bas, là, le garde champêtre mettait une palissade en bois. Il faisait payer l'entrée. Les gens rentraient, vendaient les œufs, vendaient les poules. Voilà. Et là, alors, les transactions ne se faisaient pas en français. Et nous, les gosses, même si on ne prenait pas part à la conversation, là où maintenant on a bâti, là en face le restaurant, là, tout ça, là, c'était le lieu des rencontres, c'était le seul lieu à Castanet où l'on pouvait se rencontrer. Les joueurs de boules, là, la longue, ne jouaient pas la pétanque à Castanet, on jouait à la longue. Ça se faisait là, tout se faisait là. La fête locale, elle se faisait là. Voilà. Le marché se faisait à cet endroit. De l'autre côté, il y avait la halle qui était là depuis 400 ans. Sur le castanélien, dont j'écrivais l'histoire de Castanet, hein, c'est comme ça que le livre est apparu. On vous donne, au titre associatif, un quart de page. Et à ce moment-là, alors, pendant quelques années, peut-être, je sais pas, peut-être pendant 10 ans, j'avais intitulé « Avez-vous un nom occitan ?» Et je prenais les noms que j'avais sur l'annuaire du téléphone, et tous les noms de gens de Castanet qui avaient un nom occitan, je le mettais et je leur donnais les origines de leur nom, comment le nom avait apparu. Calvet, hein, voilà. Mais ça, bien des gens, vous avez le commentateur sportif, là, qu'on appelle Pujada. Vous connaissez Pujada? Pujado, ça veut dire monter. On ne prononce pas. Le A final sonne O phonétiquement. Et on l'écrit avec un A. Mais il y en est peut-être ignorant. Mais on a eu beaucoup d'hommes occitans, hommes politiques de renom, qui ont fait la politique de la France. Vincent Auriol. Et dernièrement, le Premier ministre Castex. Castex est un gascon. S'il était languedocien, ça s'appelait Castel. Bon. Vous aviez des gens, un président qui a été de rang d'oxygène, qui s'appelle Fontauba. La Fonte d'Elbaf. Fontauba. Le nom tel qu'il est Fontauba. Font, fontaine, du bas. Voilà. Et une femme qui s'appelait, à Castanet, qui est morte maintenant, Dario Merlou. Bon, c'est pareil. Il y a comme ça bien des gens qui ont des noms occitans. Pourquoi? Parce que les noms français, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui s'appelle Lefebvre, c'était un maçon. Et en Occitanie, il s'appelle Fort, Faoré. Et à Castanet, on a un homme là, qui est très vieux, plus vieux que moi, Fabresse. La Fabresse, c'est la femme du forgeron. Et on dit Faoreso. Voilà. Et comme ça, bien des gens ont des noms occitans. On est en Occitanie. Pourquoi on est allé appeler Aigues-Vives? Eau vive, tout simplement. Aigues, vous avez eu Aigues. Et alors Castanet? Vous avez, à Castanet, non. Ça, Castanet, ça vient de châtaigne. Castanet, Castagno. Bon. Que ça soit, on a à Castanet, à l'époque de Cazel et d'Anton, de Juan Pichou, Cazel et Gaissot, ils ont fait une chanson, l'hymne castanéen, la Castanetenco. Castanetenco. Maintenant, les gens de Castanet sont des Castanéens. Le T, on le met que, voilà. Donc ils avaient fait la Castanetenco. Et alors, comme on a deux chorales à Castanet, je leur ai dit, mais
comme hymne national, pourquoi vous ne la chantez pas pour ouvrir l'élément ou la fin, voilà. Ils chantent aquelle montagne que c'est en Tosun, pourquoi vous ne chantez pas? Seulement, ils n'ont pas la musique. Alors bon, ils sont en train d'essayer de composer quelque chose. Peut-être un jour nous l'entendrons. Alors là, vous me posez une question. Vous savez, les choses ont changé complètement. Et ces jeunes-là en question, si je pouvais leur donner une idée, c'est de reconquérir la langue occitane. Mais il ne faut pas rêver. Alors pourquoi reconquérir la langue occitane? Ben, pourquoi? Parce que c'est notre façon de penser qui s'en va. On ne pense, voilà. Maintenant, cette langue française, qui a été dominante, elle ne l'est plus. Et l'anglicisme est arrivé. Et voilà, donc cette culture que nous avions, que nous devions à nos aînés, à nos aïeux, bon, ben, elle est pratiquement perdue. Donc, allez expliquer ça à mon petit-fils. Vous comprenez? Bon, je me souviens là, des années 50, où là, vraiment, c'était le français, la langue française qui était... Et on arrive, 10 ans après, ce sont les années 60. Là, il faut, pour faire chic, il faut avoir un nom anglais. Johnny Hallyday, Dick River, et compagnie, et compagnie. Il était de bon ton, à ce moment-là, de placer un mot anglais dans la conversation pour faire voir qu'on avait des lettres, là, qu'on était cultivé. Voilà. Alors que dans les années 40, on ne disait pas qu'on allait à un meeting, on allait à un métinge. Bon, je me souviens à Toulouse, il y avait une pension de jeunes filles qui était tenue par des sœurs. Et pour faire chic, on avait mis sur la plaque homme de jeunes filles. Homme. Voilà, pour faire. Alors, moi, je l'ai fait remarquer en disant que le mot avait été mal orthographié. Ah, mais non, mais c'est que ça ne veut pas. Voilà. Bon, je veux dire que cette évolution, on ne peut pas empêcher le pleuvoir. Voilà. Alors donc, les jeunes, bon, moi, que voulez-vous que je leur dise? De toute façon, Castanet a changé du tout au tout. Il y a un autre état d'esprit qui est apparu. On ne danse plus de la même façon. Vous comprenez? Bon, quand j'étais gosse, moi, on dansait le quadrille encore. Et je me souviens, moi, les grands-pères, là, M. Martin, Piquet, tout ça, qui faisaient les femmes avec leur tablier qui faisaient des grâces, là, et les hommes qui faisaient les beaux qui sautaient, là. Bon, tout ça, on trouvait ça ridicule. Et ensuite, notre époque, ça a été le slow, le tango. Maintenant, c'est fini, ça. La valse. Quelqu'un qui valsait bien. Ah, alors, regardez, qui s'est valsé maintenant? Si, peut-être, il y en a, je ne sais pas.